Qu'on le veuille ou non, l'espace est devenu, et a toujours été au fond, un terrain sur lequel des puissances opposées s'affrontent. Si jusqu'à présent de tels affrontements n'ont jamais eu lieu directement dans l'espace, la quasi-totalité des grandes lignes de la conquête spatiale sont ce qu'elles sont aujourd'hui grâce, ou à cause, des différends entre pays. Mais du coup, où en est réellement la notion de conflit et de rivalité dans l'espace? Quelles sont les méthodes utilisées, les règles internationales et, de façon générale, vers quoi va tout ça? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, en se focalisant principalement sur les exemples américains, russes et chinois, ainsi qu'en faisant un peu d'histoire. Car vous le savez déjà, mais la notion de rivalité a toujours été plus ou moins omniprésente dans le spatial. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, et alors que les technologies spatiales commencent à se multiplier et à arriver à maturité, une rivalité s'installe entre l'URSS et les États-Unis. Cette guerre froide, qui se joua aussi dans l'espace, allait mener à une course aux lanceurs de plus en plus puissants et, avec eux, la capacité d'emporter des charges potentiellement destructrices de plus en plus lourdes et dangereuses. Alors, bien sûr, la guerre froide n'allait pas apporter que du mauvais. Entre la course à l'espace qui allait connaître un âge d'or et mener à l'alunissage, ou la rivalité entre les deux puissances menant à des programmes comme Buran, difficile de ne pas trouver à une période qui aura vu les premiers humains aller dans l'espace un léger avantage. Mais au-delà de cet aspect qui servait aussi à montrer qu'on était au moins aussi bon que ceux d'en face, l'espace a aussi révolutionné un autre aspect des conflits, la surveillance. Dans tous les conflits, et depuis la nuit des temps, connaître les intentions du camp d'en face et ainsi limiter ses capacités à créer un effet de surprise et mieux se préparer de façon générale, a toujours été un point crucial. Dans les années 50, ce sont les avions de reconnaissance U-2 que les États-Unis utilisent notamment pour espionner l'Union soviétique à une altitude allant jusqu'à 21,3 km. Mais voilà, en mai 1960, un U-2 est abattu par l'Union soviétique, et, même si le pilote s'en sortira et sera récupéré lors d'un échange, les limites de l'aviation se font sentir. Dans la foulée, les satellites, eux, prennent de plus en plus d'ampleur. Bien sûr, aux premiers âges des satellites de reconnaissance, la contrainte majeure est la récupération des films utilisés pour capter les images. Mais aujourd'hui, entre le transfert de données numériques et l'amélioration des constellations de surveillance, il est possible de surveiller quasiment n'importe quel point du globe en quelques heures. Des constellations de satellites comme celle de Maxar Technologies permettent d'obtenir des images en haute résolution dès qu'un satellite survole une zone, et ainsi d'avoir une imagerie relativement précise après une catastrophe naturelle, surveiller des mouvements de troupes et bien d'autres. Mais bref, les constellations dédiées à la surveillance et à l'imagerie terrestre, il y en a quand même quelques-unes, les données de certaines étant publiques et d'autres non, avec des capacités parfois comparables, même si certaines comme Maxar sont bien plus compétitives en termes de délai d'observation dans le domaine des images qui peuvent être achetées par le public. Mais au-delà de ça, il y a aussi des satellites dédiés à l'observation terrestre et à la défense, dont on connaît moins bien les détails. On peut par exemple penser au satellite Keyhole qui, d'une taille probablement comparable à Hubble pour certains, permirent par exemple d'imager en 2019 le pas de tir lors d'un échec de tir du lanceur iranien. Image que Donald Trump, alors président, avait d'ailleurs publiée sur Twitter alors qu'elle était classée secret défense, même si elle a été déclassée il y a quelques mois, mais je digresse. De nos jours, ces satellites espions offrent une résolution parfois en dessous de l'ordre du mètre et souvent même à quelques dizaines de centimètres par pixel. Certains allant même peut-être autour des 5 cm par pixel. La nature de certains d'entre eux, leurs spécifications et leurs capacités sont souvent classés secret défense et il est parfois très difficile de savoir exactement de quoi le camp d'en face dispose. Dans ce contexte, on avait eu droit en août 2022 à un satellite espion russe fraîchement lancé qui s'était rapproché d'un satellite de la défense américaine. Un même incident avait déjà eu lieu en 2020 avec un satellite de reconnaissance optique américain, là aussi approché par un russe.
De telles approches peuvent permettre d'en connaître les spécifications plus en détail, d'intercepter des communications, même si celles-ci sont très probablement bien cryptées, et j'en passe. Mais là où les choses deviennent vraiment délicates, c'est avec la question des missiles antisatellites. Alors, bien sûr, la technologie n'est pas nouvelle, et est même développée en URSS ou aux États-Unis dès les années 60 à 70, et arrêtée vers les années 80. Mais ces dernières années, elle a connu un énorme bond en avant. Déjà, en janvier 2007, la Chine allait détruire avec succès un satellite météo à environ 800 km d'altitude avec un missile antisatellite, créant d'ailleurs la majorité des débris spatiaux encore en orbite en 2021, même si ceux-ci sont assez petits. Et il faut ajouter à ça des navettes expérimentales appartenant aux armées de différents pays, comme le X-37B américain ou son équivalent chinois, dont on ignore quasiment tout d'ailleurs, si ce n'est qu'il est probablement comparable au X-37B. Ces mini-navettes autonomes peuvent s'avérer de précieux alliés, tant en matière de surveillance que d'essais de technologies et de matériaux. Et à tout ceci, il faut encore ajouter la question des lasers antisatellites, comme la France en développe d'ailleurs, qui permettent d'aveugler ou de mettre hors service un satellite, sans pour autant générer de débris. Et je ne mentionnerai pas plus non plus la question des missiles balistiques intercontinentaux ou hypersoniques, qui passent aussi par l'espace, même s'ils ne font qu'un bond. Ou même la question des ballons évoluant à une très haute altitude, ballons qui sont parfois dans les zones grises des réglementations internationales, pour ce qui est de les abattre, et qui fait écho aux affaires de ballons chinois observés ces derniers temps. Eux, comme les avions U-2 de Lockheed Martin, dont une nouvelle génération est d'ailleurs en développement, ont comme avantage de permettre de survoler plus vite une zone, d'intercepter des communications et j'en passe, tout en restant synchronisés avec la rotation de la Terre. Ils peuvent ainsi surveiller une même zone sur plusieurs heures, ce qui n'est autrement possible que via l'orbite géostationnaire. Or, à 36 000 km, la résolution des instruments est drastiquement inférieure aux qualités de l'orbite basse, orbite qui se situe à quelques centaines de kilomètres d'altitude tout au plus. Mais je ne vais pas trop digresser là-dessus car je suis loin d'être expert dans le domaine. En résumé, et même s'il y a encore énormément à dire et que cet épisode n'était qu'un tour d'horizon, les conflits armés passent aussi par l'espace, qu'on le veuille ou non. C'est bien sûr regrettable et assez désopilant de voir que l'humanité a ce don particulier pour se lancer des bananes à la poire en toutes circonstances. Et dans le contexte actuel, il est important de faire évoluer les réglementations internationales pour éviter de voir trop de débordements, même si, malheureusement, certains pays peu scrupuleux risquent de ne pas les respecter. Quoi qu'il en soit, c'est ici que je vais terminer cet épisode pour aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez apprécié, même s'il est un peu différent de d'habitude, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.